a voulu faire un webinaire focus sur la cybersécurité. Je pense que vous avez dû voir récemment dans les actus, hein, il y a des hôpitaux qui ont été touchés, des entreprises, aussi bien des grosses que des petites. Hein. Souvent, on pense que les cyberattaques ne citent que les grosses entreprises ou le gouvernement ou les administrations gouvernementales, mais pas que. On a pas mal d'anecdotes de petites entreprises, hein, même sur le territoire isérois, hein, qui ont été malheureusement visées par des attaques. On verra aussi la nature de ces attaques-là. Donc, on a vraiment voulu faire un zoom spécifique autour de la cybermenace et surtout vous donner, vous, quelques clés pour pouvoir… J'ai coupé sans faire exprès. Donc, voilà. Alors, hop, je passe à la slide suivante. Alors, rapidement, hein, vous connaissez un peu nos métiers à la Chambre de commerce. On fait de la formation, donc on forme les collaborateurs et on forme les collaborateurs de demain aussi. On propose aussi des apprentis, des stagiaires, plutôt orientés tertiaires. On accompagne aussi sur tout ce qui est création, reprise, transmission d'entreprise. On apporte aussi une dynamique au commerce et tourisme et moi, j'appartiens, je me présenterai un peu plus tard, à un service qui s'appelle Appui aux entreprises dont l'objectif est de répondre aux problématiques et questions des entreprises et donc des questions autour de la cybersécurité, ces problématiques-là. Donc, on a un service dédié pour le sujet. Ce webinaire fait partie de nos actions digitales qui ont été mis en place il y a plusieurs années maintenant, qui se font en plusieurs étapes. Donc, une étape de sensibilisation, comme le webinaire de ce matin, hein, où l'idée, c'est vraiment de vous apporter matière sur les sujets du digital, de la cybersécurité, une acculturation, de vous apporter du vocabulaire, mieux comprendre votre environnement. On propose aussi un service de diagnostic numérique. Donc, on propose un check-up. C'est un outil totalement gratuit qui vous prend à peu près une dizaine de minutes, qui fait un check-up total de vos usages numériques et qui intègre aussi quelques questions autour de la cybersécurité. Donc, je vous propose, on vous enverra ces éléments à l'issue de ce webinaire. Pour rappel, ce webinaire donc, est enregistré. On vous enverra un replay si vous le souhaitez. Le support aussi sera partagé avec l'accord de Axel, bien entendu. Donc, vous retrouverez tous ces éléments-là à la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez faire ce diag, il est intéressant, ça vous permet de vous poser des questions sur votre maturité digitale et aussi sur où est-ce que vous en êtes au niveau de la sécurité. On propose aussi des accompagnements à la digitalisation et à la cybersécurisation des systèmes d'information. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et on propose aussi un service. Si vous souhaitez faire vos premiers pas sur une marketplace, on a développé un outil qui s'appelle En bas de ma rue, qui est un outil qui est aujourd'hui promu au niveau régional et qui propose en fait une visibilité locale de tous les acteurs de l'économie de proximité, mais pas que aussi. Ça peut être aussi des entreprises industrielles qui souhaitent faire du B2C, qui souhaitent développer en tout cas ce réseau de distribution. On propose donc cette marketplace En bas de ma rue. Et dernier volet, donc on forme, hein, on aide aussi les entreprises à monter en compétences et on fait des formations focus, par exemple RGPD. Alors moi, je ne me suis pas présenté, désolé, certains me connaissent déjà. Donc Mohamed Hassen, CCI Nord-Isère. Donc je suis conseiller en industrie avec un volet plutôt focus autour de la cybersécurité et autour de la transition numérique. Et je porte avec Hassen en fait des programmes qui sont financés par la région, dont Axel parlera un peu plus tard là-dessus, qui sont financés à hauteur de 70%. Qui permettent aux entreprises de ne pas être seules face à ces problématiques de digitalisation ou de cybersécurité, parce que très souvent, on ne sait pas par quel bout prendre un projet de RP, un audit de sécurité, comment mettre en place un projet de RGPD, comment mettre en place un plan de reprise d'activité. Voilà, pas mal de questions que les entreprises se posent parce que on n'a pas forcément les compétences, on n'a pas les ressources financières, techniques. Et qu'on a besoin aussi, nous, de se concentrer sur notre métier qui est de produire et d'apporter un service à nos entreprises. Donc, voilà. Du coup, nous, on aide vraiment les entreprises sur ces sujets-là.
Et puis, on apporte aussi de l'accompagnement dans des projets plutôt orientés web à travers un dispositif qui s'appelle Top Numérique, qui est porté par ma collègue Marie-Caroline Dumoulin, qui vous accompagne gratuitement, puisque c'est un dispositif pris en charge à 100% par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par l'Europe, donc à travers le FEDER, qui consiste du coup vraiment à vous poser les bonnes questions sur votre stratégie web marketing et surtout par quel bout prendre un projet si je veux soit refondre mon site web ou créer un site web ou travailler mes réseaux sociaux. Pardon. Tac. Un petit rappel sur nos prochains événements. Donc, toutes ces infos sont accessibles sur notre site web. Donc, on fait un événement focus industrie sur la puissance de LinkedIn. Voilà, comment utiliser LinkedIn dans le cadre d'un réseau professionnel, comment communiquer, comment capter du lead. Voilà, donc toutes les questions qu'on peut se poser. C'est sous un format présentiel, donc en matinée, sur une durée de 3 heures. Donc, je vous recommande vivement d'y participer. Et ça fait partie de ces, de ces cycles de sensibilisation. Donc, c'est totalement pris en charge et gratuit pour vous, entreprises. Voilà. Alors, on va attaquer un peu le vif du sujet. Aujourd'hui, vous êtes là pour ce webinaire qui est dédié sur la cybersécurité. On a voulu quand même mettre en avant quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes pour vous présenter un peu cette menace grandissante de la cybersécurité. Et comme je vous le disais en intro, ça ne touche pas que les grandes entreprises. On peut le voir là à travers ces statistiques que 74% par exemple des cyberattaques visent les PME et que 27% des PME estiment que leurs données sont sécurisées. On a parlé aussi du RGPD. Je pense que pas mal d'entreprises sont impactées et le RGPD contribue aussi à sécuriser les données, mais pas que. Donc voilà, on a voulu un peu poser le décor avec ces chiffres-là avant que je donne la parole à notre intervenant de la matinée qui est Monsieur Axel Abattu. Axel, je te laisse du coup la parole et je te transfère S'il te le plaît. droit d'utilisateur. Hop. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions, à réagir, à intervenir, c'est hyper important. On aime bien que ça soit vivant et interactif. Très bien, merci pour cette belle introduction, Mohamed. Écoutez, bonjour à tous. Avant de démarrer, est-ce que vous pouvez me confirmer que d'une part, vous m'entendez bien, ça semblait être le cas, et que mon écran est visible? S'il vous plaît. Pour moi, je le vois. Ok. Pour les participants, ça a l'air d'être bon aussi. Bon, si nous n'entendons pas hurler, c'est que normalement c'est bon. Alors, Bonjour Xavier, oui, pour moi c'est bon aussi. bonjour. Parfait. Écoutez, on va commencer. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu donc de cybersécurité. On a choisi un petit peu cette thématique, d'orienter ce webinaire sur les différents outils employés par les pirates pour vous connaître et vous manipuler. On verra donc quelle est la finalité de tout ça. Et puis un petit peu sur la fin de cette présentation, on essaiera d'apporter certains éléments de réponse sur les différentes manières de se protéger, ce qui est l'objectif. Alors donc, votre humble serviteur du jour, donc Axel Abattu, donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis responsable d'un plateau technique qu'on appelle le Numérique Lab, destiné à la formation, entre autres, d'élèves ingénieurs et puis de personnel des entreprises. Je gravite dans le monde de la cybersécurité depuis un certain temps déjà, donc je suis consultant et formateur sur ces sujets, et puis je suis également consultant et formateur sur des sujets liés au cloud computing. Je vous ai mis mon adresse mail dans cette présentation. Si jamais a posteriori vous avez des questions, n'hésitez pas à vous en servir. J'essaierai d'y répondre rapidement et avec plaisir. Alors, juste en quelques mots, dans notre plateforme, donc on a différentes compétences qui vont des laboratoires d'analyse de CEM, radiofréquence, différents plateaux pour l'analyse, voire la conception des systèmes embarqués, et puis toute une partie orientée cybersécurité, avec un certain nombre de formations que nous proposons qui vont de la sensibilisation à l'expertise, voire au pen test, voire même au pen test sur certains objets ou systèmes embarqués communicants.
J'interviens également, je suis référencé en tant qu'expert dans différents dispositifs régionaux qui vous ont été brièvement présentés. Donc sans rentrer dans le détail, sachez que les entreprises, sous réserve d'éligibilité, peuvent être accompagnées sur ces sujets de cybersécurité sur des parcours longs ou courts, qui peuvent être pris en charge à hauteur de 70% pour le dispositif de la CPME si ma mémoire est bonne. Ça. Et puis d'autres dispositifs, je dis pas de bêtises Mohamed, c'est bien ça? Ouais, je confirme, ouais. Très bien. Ainsi qu'un autre dispositif qui est donc porté par l'ENE, qui permet d'avoir 50% de financement sur une enveloppe qui peut aller jusqu'à 35 000 €. Là aussi, si ma mémoire est bonne, pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder un petit peu les sites les sites des Et différents sinon, partenaires régions. nous, on est référents sur ces dispositifs-là. Donc, vous pouvez revenir vers moi pour en savoir un peu plus. Et c'est vrai que c'est des programmes voilà, qui sont soutenus par la région, donc il y a du financement public. Et a priori, ça peut peut-être changer l'année prochaine. Donc, si vraiment vous êtes sur des questionnements d'enjeux stratégiques pour votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter, quoi. Alors, voilà, n'hésitez pas donc à revenir vers la CCI ou éventuellement vers nous si vous avez des questions sur ces dispositifs. Ça permet d'avoir, je dirais, un certain nombre d'experts qui ont été sélectionnés par les différentes entités qui peuvent vous accompagner pour des missions d'audit, pour des missions diverses et variées dans les domaines de la cybersécurité. Alors, que va-t-on voir ensemble aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va, je dirais, recontextualiser un certain nombre de choses et puis amener quelques définitions. Donc malheureusement pour vous, vous n'échapperez pas à une séance soporifique de définition. On va réexpliquer brièvement ce qu'est une cyberattaque. Qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière ce mot qui est assez largement employé dans les médias et ailleurs. Il reste important quand même d'avoir une idée assez précise de ce qu'on entend par cyberattaque. On parlera cette fois-ci un petit peu aussi des cyberpirates, comprendre qui se cache derrière, quelles sont leurs motivations. La fin de cette première partie va être d'expliquer les enjeux liés à la cybersécurité, parce qu'après tout, pourquoi on parle de tout ça? On verra aussi rapidement, brièvement, les différents vecteurs de cybermenaces. Donc, quand on parle de cybermenaces, de vecteurs de cybermenaces, c'est quels sont les moyens qui permettent aux pirates de lancer des cyberattaques, voire de s'introduire sur mon système. Et on verra qu'il peut y avoir une composante technique, il peut y avoir une composante humaine, et il peut y en avoir encore d'autres. Et puis, grosse partie de ce webinaire, on va énormément parler donc du facteur humain. Le facteur humain, essayer de déterminer quel est le rôle des différents individus dans les cyberattaques, on l'a dit rapidement, dans certains vecteurs de cybermenaces, on va retrouver bien entendu des hommes et des femmes. Et puis on essaiera de mettre un petit peu en perspective la chose suivante, c'est finalement pourquoi est-ce que ce facteur humain, est-ce que les individus que nous sommes intéressent particulièrement les pirates? On fera également un petit focus sur les outils et les méthodes employés par les pirates pour justement travailler, je dirais, alors le mot travailler est peut-être pas le bon, sur ce facteur humain. Comment les pirates vont s'y prendre pour tenter de nous manipuler en tant qu'humains. Et puis, on passera également un moment important pour essayer de déterminer de manière assez concrète ce qu'il est possible de faire pour se protéger. Alors, on n'a absolument pas la prétention de vous apporter l'intégralité des réponses nécessaires à une démarche, je dirais, de cyber-résilience. Le but du jeu sera de s'appuyer sur des exemples concrets et puis de vous donner un petit peu d'informations et des pistes pour pouvoir aller chercher de l'information pertinente et commencer à travailler sur ces sujets-là. Bien entendu, nous conclurons par une petite séance de questions-réponses, mais tel que dit précédemment, n'hésitez pas, c'est important, à poser vos questions au fil de l'eau si vous en avez. Voilà, j'espère que ce programme vous convient. N'ayez pas peur, la première partie, même si on a 4 points, devrait passer assez vite pour aller dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que ça vous convient. Dans tous les cas, sachez que j'ai pas de plan B, donc on va dérouler ce plan-là. Hop, pardon. Alors, définition d'une cyberattaque. C'est un petit peu comme le cloud computing, il y a différentes définitions qui se croisent et s'entrecroisent sur le net. J'en ai retenu 2 qui présentent des caractéristiques assez intéressantes. Donc ce monsieur, vice-amiral, monsieur Coustillère, est une personne chargée de la cyberdéfense en France qui a donné sa définition
d'une cyberattaque qui me semble intéressante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une action volontaire, c'est-à-dire qu'il y a une volonté derrière. Ce ne sont pas derrière chaque robot qui vont scanner vos sites web ou votre système d'information, il y a un ou plusieurs humains qui ont une volonté d'engendrer un certain nombre d'actions. Ces actions sont ce qu'on appelle offensives ou malveillantes, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de nuire derrière de différentes manières. La caractéristique d'une cyberattaque, c'est bien entendu que c'est mené au travers du cyberespace, donc via un réseau de type Internet, et elle est destinée à provoquer un dommage ou un impact qui peut être variable en fonction des cyberattaques. En tout cas, il y a quelque chose qui est commun à l'ensemble des cyberattaques, c'est que d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une nuisance aux activités qui sont entre guillemets la plupart du temps le support de services auxiliaires ou le support qui assure le support de l'activité cœur de métier des entreprises. Et la deuxième définition que j'avais retenue, c'est une définition de l'ANSSI. Donc, je pense que vous connaissez tous l'ANSSI ou que vous en avez au minimum entendu parler. Donc, elle est un petit peu plus étoffée, mais on va retrouver des points communs, hein. C'est une tentative d'atteinte à des systèmes d'information. Donc là, on introduit une petite notion qui est la suivante, c'est qu'une cyberattaque n'arrive pas toujours à ses fins, d'où le terme tentative. Elle est réalisée, on retrouve des mots communs dans un but qui est malveillant. Elle peut avoir différents objectifs, entre autres, pourquoi pas, de voler des données d'entreprise ou des données d'administration. On va retrouver, par exemple, des secrets militaires, des brevets, divers d'entreprises. Il peut y avoir, on va dire, des secrets diplomatiques ou industriels. Et puis aujourd'hui, ce qui va être très à la mode, tout simplement parce que c'est quelque chose qui se revend de manière assez importante, ce sont les données à caractère personnel et éventuellement les données bancaires. Alors pourquoi une recrudescence de vol des données à caractère personnel? Tout simplement puisque suite à la mise en place la mise en application du RGPD, des cyberpirates ont décidé de voler ce type de données aux entreprises qui aujourd'hui se revendent plus cher que les données bancaires puisqu'elles sont plus faciles à revendre et à exploiter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des pirates peuvent tout à fait avoir pour objectif le vol de données à caractère personnel d'une entreprise et ensuite réclamer une rançon à la dite entreprise victime sous une forme de chantage, pour promettre de ne pas diffuser ces données sur la sphère publique. Il peut y avoir également d'autres objectifs qui vont être de détruire ou d'endommager ou d'altérer le fonctionnement normal de différents systèmes. Et puis avec une petite recrudescence ces derniers temps vers les systèmes industriels qui sont la plupart du temps des réseaux mal protégés, voire assez fragiles. Par contre, je rebondis sur l'introduction qui a été faite par Mohamed au début de ce webinaire. Les chiffres qu'il vous a communiqués sont tout à fait les bons, c'est-à-dire que contrairement à une idée reçue, la plupart des cyberattaques visent des TPE ou des PME, c'est à peu près les 2/3 selon les chiffres. Donc il ne faut pas croire que seuls les grands groupes ou les entités étatiques sont visées par les cyberattaques, non, c'est plutôt le contraire. Alors du coup, on a parlé un petit peu des cyberattaques, maintenant il convient de se poser la question, finalement, qu'est-ce que la cybersécurité? Après tout, il est important d'avoir un petit peu, je dirais, le parallèle. Donc la cybersécurité, contrairement aussi parfois à une idée reçue, ce n'est pas simplement de mettre un gros firewall aux bordures de son ou de ces réseaux. La cybersécurité, c'est vraiment un ensemble de lois, de politiques, d'outils, de dispositifs, bref, on peut y mettre un certain nombre de choses dedans, qui vont potentiellement toucher tous les métiers de l'entreprise. On va y retrouver un certain nombre de méthodes de gestion des risques, de la formation, de la sensibilisation, des bonnes pratiques à diffuser. Donc c'est vraiment, je dirais, un très gros package qui contient énormément de choses, qui ont un seul objectif, c'est de garantir la disponibilité de votre système d'information, l'intégrité du système d'information et des données qu'il contient, de garantir la confidentialité, on va dire, des informations aussi, et puis, chose un petit peu récente, de pouvoir garantir ce qu'on appelle la non-répudiation. La non-répudiation, c'est le fait que lorsque j'envoie un message ou que je transfère des données à un de mes collègues ou à un de mes clients, je suis en capacité de garantir que c'est bien moi qui l'ai envoyé et non pas quelqu'un d'autre qui le ferait en mon nom. Donc voilà, la cybersécurité, attention aux idées reçues, c'est vraiment un ensemble de choses. On va retrouver de la technique, du matériel, des hommes, des procédures, de l'organisation, des process, un petit peu tout ça.
Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur qui se cache, je dirais, derrière les cyberattaques. Donc il y a tout un tas je dirais, de types de hackers qui sont premièrement catégorisés selon, on va dire, leur degré de gentillesse ou de véhémence. On va dire ça comme ça. On va retrouver dans un premier temps, on va dire les consultants, les experts en sécurité, qu'on va appeler les chapeaux blancs, les white hats, qui sont un cadre, enfin, qui sont, on va dire, un ensemble d'experts ou d'individus qui agissent dans un cadre éthique qui est normalement légal. Dans certains pays, ça peut ne pas être le cas, mais qui agit dans un cadre éthique et légal et qui n'a pas pour objectif de créer de dommages ou de dégâts sur les différents systèmes et qui, bien entendu, ne divulgue pas de données sensibles. Donc, on va retrouver les différents consultants auxquels vous pouvez faire appel. Avec attention, une petite chose à laquelle vous devez veiller, c'est qu'en fonction de la nationalité des différents intervenants, certains sont susceptibles de ne pas respecter le droit français, voire européen. Vous prenez des consultants chinois ou américains, ben, ils sont peut-être pas très au fait de certaines choses. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle les méchants, entre guillemets, les black hats, les chapeaux noirs, qui sont des attaquants mal intentionnés, qui n'ont aucun scrupule et qui n'ont absolument aucun, entre guillemets, rien à faire des dégâts qu'ils sont susceptibles de créer sur vos systèmes. Ils sont capables d'employer tous les moyens qu'ils estiment nécessaires pour arriver à leur fin, la plupart du temps pour arriver, que ce soit à des vols des données ou à créer des dommages sur vos systèmes. L'objectif est très très souvent en ce moment de récupérer une rémunération qui peut être via des crypto-malwares et une demande de rançon, via des actions de chantage ou via différents types d'arnaques. On en reparlera un petit peu plus loin. Et puis, vous avez des gens qui sont, comme on dit, hein, gentils le jour et méchants la nuit, qui naviguent un petit peu entre les deux. Voilà, une certaine catégorie de hackers qui vont agir dans un cadre qu'ils estiment eux-mêmes éthique, mais parfois en contradiction avec la loi et autres. Alors, on va retrouver aussi différentes catégories de hackers qui peuvent se placer dans les différentes catégories qu'on a nommées précédemment. On va retrouver des activistes. Les activistes sont en général des groupes de hackers divers et variés qui agissent dans un objectif qui est la plupart du temps politique ou idéologique. Vous allez retrouver des gens tels que le groupe Anonymous, vous allez retrouver pourquoi pas différents types de hackers qui sont employés par des ONG telles que Greenpeace, qui vont employer, alors ils le disent bien sûr pas officiellement, qui vont s'employer à lancer des attaques sur des entités qui font, je sais pas, du pétrole, de l'énergie ou autre. Vous avez, et ça va représenter potentiellement 70 à 80% des cyberattaques que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer ce qu'on appelle des script kiddies, qui sont, alors, le mot kiddies peut prêter un petit peu à l'erreur, ce ne sont pas toujours des adolescents, vous allez retrouver aussi des adultes dans cette catégorie-là, qui sont, on va dire, des pirates en herbe, qui ont très peu d'expérience et éventuellement très peu de compétences, mais qui sont en capacité, grâce ou à cause d'Internet aujourd'hui, de trouver des armes de guerre numériques qui sont d'ailleurs open source et en libre téléchargement, et de lancer un certain nombre d'attaques qui peuvent faire de gros dégâts. On estime aujourd'hui que plus de 60% des pseudo-cyberattaques sont lancées par ces catégories de personnes. Et puis, tout en haut, je dirais, de la pyramide, vous allez retrouver les différentes agences étatiques qui sont connues, les différents services de renseignement et autres des États, la NSA, dont vous avez probablement tous entendu parler, et puis les différents groupes étatiques, officiels ou non officiels. Alors, on va essayer de ne pas se mentir, même après avoir suivi ce webinaire, si un de ces groupes, la NSA ou autre, vous en veut, il est tout à fait possible que malgré les bons conseils qu'on va essayer de vous donner, ils arrivent à rentrer chez vous. Hop. Pour conclure un petit peu sur le sujet des activistes, vous avez aussi des groupes de activistes qui se veulent vertueux, qui traquent les différents réseaux djihadistes ou qui traquent éventuellement des réseaux pédophiles sur le darknet et autres, et qui assurent un certain nombre de remontées vers les entités de l'État en capacité de traiter juridiquement ces problèmes-là. Un petit exemple, parce qu'on tire souvent sur les groupes de hackers, il y a vraiment je dirais les méchants et les autres. Certains groupes de hackers, là aussi, qui se veulent, je dirais, bienveillants, voilà, organisent certaines traques dans différents endroits du cyberespace à des fins vertueuses. Par contre, ils emploient parfois des moyens qui, eux, sont pas du tout vertueux et qui, la plupart du temps, sont illégaux. Alors,
On va parler maintenant un petit peu des différents enjeux pour les entreprises. Les questions à se poser sur ces sujets de cybersécurité, c'est aujourd'hui potentiellement qu'est-ce qui se passe si on subit une cyberattaque? Premièrement, il peut se passer beaucoup de choses et la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est en capacité de les détecter? Parce que un des objectifs d'un pirate sera peut-être de détruire votre système d'information. Dans ce cas-là, vous allez vous en rendre compte assez vite. Et puis d'autres vont plutôt choisir la furtivité, s'introduire chez vous, et puis essayer d'y rester le plus longtemps possible de manière furtive pour utiliser vos différentes ressources, vos serveurs pour faire du cryptominage, ou votre passerelle de connexion Internet pour engager différentes actions plus ou moins légales. Donc, il faut se poser toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment on peut détecter un certain nombre de choses? Et bien entendu, à la fin, il faudra se poser la question de qu'est-ce qu'on peut y faire? La question qui va de pair avec tout ça, c'est que risquons-nous? Si nous sommes victimes d'une cyberattaque, finalement, qu'est-ce que ça peut engendrer? Donc là, il va y avoir deux scopes. Il va y avoir, je dirais, le scope personnel. À titre personnel, si mes ordinateurs au sein de mon foyer sont piratés, qu'est-ce que je risque? On a tendance à se dire finalement pas grand-chose. J'ai des sauvegardes des photos de mes enfants, j'ai un certain nombre d'informations qui sont sauvegardées ailleurs, et on a tendance à se dire que c'est finalement pas très grave. Oui et non, parce que parfois, et particulièrement dans le contexte du Covid et du télétravail, énormément de gens se sont mis à utiliser des moyens personnels pour traiter des choses professionnelles. Et donc finalement, on se retrouve dans une situation où à partir du moment où vous avez enregistré ou ouvert des documents sur un PC personnel, où vous êtes connecté à un webmail de l'entreprise à partir d'un PC personnel, ces éventuels identifiants sont récupérables par un pirate qui va pouvoir, suite au piratage de votre matériel personnel, va pouvoir influer sur la sphère professionnelle. Donc c'est pas si simple que ça. En plus de ça, la plupart du temps, les sauvegardes, on en a toujours plein et partout, sauf que le jour où on en a besoin, on n'est pas toujours en capacité de les retrouver, ni même de les utiliser correctement parce que le support peut être altéré, etc., etc. Donc bien entendu, la question pourquoi agir, ça va être de se prémunir de toutes ces actions-là, mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Parce que je parle relativement vite, j'ai pas toujours les yeux sur le chat, donc si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ou des compléments d'information, n'hésitez pas, je vous écoute. Et comme dit Non, pas de question, précédemment, mais je pense qu'ils ont été piratés parce que personne n'est curieux. c'est pas par nous. Allez, on continue un petit peu là. Non, mais Alors, par contre, quand on subit une attaque, tu vas peut-être y répondre après, mais souvent on dit il faut débrancher son ordi. Est-ce que c'est la bonne chose à faire, pas à faire? Je pense que tu y répondras un peu plus tard. on peut en dire un mot, ici. Il y a deux écoles dans ce cas-là. Ce qui peut se passer, je détecte une cyberattaque sur un PC personnel ou dans un réseau d'entreprise. Alors, dans un réseau d'entreprise, il y a un certain nombre de procédures de déclaration d'incidents, d'escalade d'incidents, de gestion de crise, etc., selon l'entreprise. Toutes ne disposent pas de ça. Dans à peu près 20% des cas, si je débranche les accès Internet et le réseau d'une machine infectée, il peut se passer que je déclenche une action. Il existe des malwares qui sont développés pour détecter, entre guillemets, qu'ils ont été repérés et qui vont déclencher un certain nombre d'actions éventuellement destructrices à ce moment-là. Donc, dans ce cas précis, ce n'est pas toujours une bonne action de débrancher le réseau d'une machine. Mais dans 80% des cas, si je ne fais rien, je vais me retrouver avec un malware ou un virus qui va essayer de contaminer d'autres machines du réseau. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux couper l'accès au réseau, pas uniquement l'accès Internet, mais débrancher les câbles réseau, couper le Wi-Fi de la machine pour l'isoler. Par contre, il faut à tout prix essayer, sauf cas particulier. Alors, bien entendu, il faut vite déclencher l'alerte auprès des services informatiques et tout ce qui va bien. Il ne faut pas éteindre une machine dans ce cas précis. Pourquoi? Parce que lorsqu'un malware arrive à s'introduire sur un ou plusieurs machines, les services informatiques d'une entreprise vont avoir absolument besoin de comprendre comment le virus est arrivé là pour pouvoir l'éradiquer et empêcher que d'autres virus reviennent par la suite. Il y a des choses dans les actions engendrées par un crypto-malware ou par un virus il va y avoir des modifications engendrées sur la machine et certaines modifications ne seront traçables que dans la mémoire de l'ordinateur, ce qu'on appelle la mémoire vive. Vous éteignez la machine, la mémoire vive est remise à zéro et certaines traces du passage du malware seront
immédiatement effacé. Et donc, on va ralentir les temps d'enquête, le temps du forensic sur X machines. Donc, si je dois donner un conseil, c'est que en cas de détection d'un comportement bizarre, en top priorité, on prévient les services informatiques. En numéro 2, si on n'a pas de consigne de son service informatique dans un délai raisonnable, on peut envisager de couper le Wi-Fi, couper le réseau, si on sait faire, si on a les moyens de le faire. Et ensuite, on isole la machine et on la met à disposition des services enquête ou des services informatiques. On évite de l'éteindre. J'espère avoir répondu à ta question. Si, très bien. Et il y a mon collègue qui pose la question. C'est vrai que on parle souvent de cyberattaques des PC ordi, oui. Mais qu'en est-il des smartphones avec tous ces nouveaux usages, tous ces nouveaux supports Oui. Alors, smartphone, la chose est un petit peu différente. C'est-à-dire que pour des raisons quasi identiques, en éteignant un smartphone, si on se rend compte qu'il est infecté, on va couper un certain nombre, on va supprimer un certain nombre de traces laissées par un malware ou un éventuel pirate. Par contre, dans le smartphone, il y a quelque chose qui est assez pervers, c'est que la plupart des malwares récents vont utiliser les différentes applications et fonctions du smartphone pour s'envoyer ou envoyer des faux messages à l'ensemble de vos collègues. Ça veut dire que vous pouvez avoir un smartphone infecté, vous ouvrez Facebook ou Snapchat ou autre, à partir du moment où vous ouvrez l'application, ça va être parfois en capacité d'envoyer des messages vérolés à tous vos contacts. Donc le cas d'un smartphone est un petit peu différent, dans la mesure où vous détectez quelque chose, il vaut peut-être mieux cette fois-ci l'éteindre. Tant pis, on va supprimer quelques traces, mais ça va peut-être diminuer la propagation du virus s'il n'est pas trop tard. Et ensuite, je reviens sur une remarque faite précédemment, on doit dissocier les équipements personnels des équipements professionnels. Ça veut dire que dans le cadre de votre travail, vous devez utiliser un smartphone fourni par l'entreprise qui dispose d'un antivirus et d'un certain nombre d'outils de sécurité qui font que vous ne pouvez pas installer les outils de chat personnels et autres dessus. Voilà, ça c'est vraiment les consignes à retenir. Donc de manière générale, il faut dissocier, que ce soit avec les outils, les matériels, les logiciels, tout ce que vous voulez, il faut vraiment dissocier les usages personnels des usages professionnels. Ça ne se fait pas de la même manière, avec les mêmes outils, ni avec le même matériel. Pour revenir à la question, sur un smartphone, il convient potentiellement de le couper et de le faire analyser par des gens compétents. C'est préférable. Encore une fois, les deux réponses que je viens de vous apporter ne sont pas des réponses universelles, c'est des réponses adaptées dans la plupart des cas. Il y aura toujours des cas, des exceptions qui font qu'il aurait peut-être fallu faire autrement, pardon. Allez, on avance un déjà, petit peu. tu dis. Ouais, ok. Ouais. Non, mais je disais que tu disais un point intéressant, c'était de dissocier le pro du perso. Et ce qui n'est pas forcément très, comment dire, explicite et formalisé souvent dans les TPE-PME. On confond souvent les deux outils, quoi. L'usage pro du perso. Cette remarque s'inscrit dans un cadre théorique idéal où les entreprises avaient pu anticiper le Covid pour pouvoir généraliser le télétravail, ce qui n'a pas été le cas. Donc on ne va pas se mentir, voilà, ça c'est théorique, il y a la théorie et la vraie vie. Dans la vraie vie, on sait que certains ont beaucoup eu recours à du matériel personnel tout simplement, par manque de matériel professionnel à disposition. Il a fallu faire avec, il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, on commence à avoir un peu de recul sur les aspects de télétravail et autres, donc il n'est jamais trop tard pour bien faire et se poser les bonnes questions. Donc si vous devez retenir parmi un certain nombre de conseils, retenez bien cette dissociation des usages professionnels et personnels. C'est quelque chose de vraiment important. On y reviendra un petit peu plus loin. Alors les enjeux pour les entreprises. Quand on parle d'enjeux pour les entreprises, c'est finalement, je peux reformuler de la manière suivante, que risquent les entreprises si elles sont victimes de cyberattaques? C'est de ça dont on parle. Il ne s'agit pas juste de perdre des données ou de se faire rançonner à hauteur de quelques centaines ou milliers d'euros. Il y a de réels enjeux aujourd'hui sur la pérennité des entreprises. Une entreprise qui perdrait l'intégralité ou une très grosse partie de ses données qui concernent le cœur de métier, sans possibilité de les restaurer du tout, c'est-à-dire l'entreprise perd toutes ses données, on estime que la pérennité est gravement atteinte puisque plus de 80% des entreprises vont mettre la clé sous la porte dans les 12 mois suivants. Et dans les 20% d'entreprises restantes, on en a encore 10 à 15% qui vont mettre la clé sous la porte l'année suivante. Donc, se préoccuper des enjeux cyber, c'est vraiment pour des questions, entre guillemets, de pérennité.
Alors bien entendu, là je vous dresse un tableau qui est un petit peu noir, qui est un petit peu catastrophiste, mais c'est volontaire, il faut vraiment être conscient de ça. Vous risquez aussi un certain nombre d'enjeux sur la crédibilité, puisque si vous vous faites pirater votre système d'information, peut-être que certains de vos clients ou certains de fournisseurs se poseront des questions à votre sujet. Ils se diront, bah, finalement, ces gens-là sont pas capables de gérer les aspects cyber, on prend peut-être des risques à leur confier une partie de nos données, à travailler avec eux, à échanger des commandes avec eux, etc. Donc attention à ces aspects de crédibilité. Et un aspect qui augmente un petit peu ces derniers temps, les aspects de crédibilité vis-à-vis de ses salariés. Il n'y a pas que les clients ou les fournisseurs, puisqu'après tout, ben, dans l'image renvoyée par une entreprise, peut-être que certains salariés peuvent être attentifs à ces sujets-là. De même, une entreprise peut être tenue pour responsable d'avoir laissé fuiter des données à caractère personnel de ses propres salariés. Bien entendu, en cas de cybermenace ou de cyberattaque, il va y avoir un impact la plupart du temps financier, puisque quelqu'un qui voudrait vous rançonner va vous demander de l'argent. Et au-delà de la rançon, même si le montant peut être important, la rançon c'est une chose, mais les coûts engendrés par la remise en état du système d'information, par le nombre d'experts qui vont devoir se succéder, par le temps passé à l'éradication du ou des malwares qui sont présents sur votre réseau, on va le voir, le coût peut s'enflammer très très vite. Donc si on parle de cybersécurité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de réels enjeux et on ne parle pas uniquement de quelques photos perdues ou quelques documents Excel qui auraient été volés. Alors, pour resituer un petit peu les choses, on estime aujourd'hui que quasiment une cyberattaque sur deux a une finalité, je dirais, financière. Aujourd'hui, les cyberpirates veulent soit vous demander directement de l'argent, soit vous voler des données, mais dans un but qui va également être financier. C'est-à-dire que le vol des données en entreprise va être soit pour engendrer une action de chantage contre les dites entreprises, soit pour collecter de la donnée qui sera revendue sur des marchés parallèles, sur le darknet et autres. Voilà. Donc retenez bien ça, aujourd'hui il y a une réelle vocation pécuniaire derrière la volonté des cyberpirates. Et puis on va retrouver des petites choses qui sont un petit peu en perte de vitesse, les nuisances à l'image, un concurrent veut nuire à l'image d'un autre, gagner des capacités d'attaque, ça existe encore, c'est-à-dire que des pirates vont lancer une attaque vers une entreprise pour pirater des ordinateurs et pour utiliser les 10 ordinateurs pour miner du Bitcoin ou pour tout simplement servir de relais d'attaque à d'autres choses. Et puis dans un certain nombre de cas, on n'a pas vraiment l'explication de la finalité. Parfois, on va retrouver des groupes de pirates qui n'ont qu'un seul objectif, le challenge technique, et puis éventuellement de détruire ou d'altérer des systèmes. Hop. Alors, les conséquences, eh ben, Mohamed en avait parlé sans qu'on se soit concerté. Aujourd'hui, il peut y avoir des conséquences importantes sur la sûreté des personnes. Un exemple donc de 2020 sur, on estime que dans certains hôpitaux, on a pu avoir des problématiques liées à la santé des gens, voire des décès suite à différentes cyberattaques. Et c'est finalement assez logique puisque on imagine que vu le nombre de patients hospitalisés dans un certain nombre d'établissements de santé, ben, qu'est-ce qui se passe si après vous avoir ouvert à moitié, le chirurgien n'a plus accès à votre dossier médical? Bah, bien entendu, ça va ralentir l'intervention, voire l'arrêter, voire devoir tout stopper, puis la refaire ultérieurement. Que se passerait-il si un pirate prenait le contrôle de tout le système de gestion électrique d'un hôpital? Il pourrait, je dirais, en exagérant, couper le jus partout. Et si le réseau de secours ondulé ne prend pas le relais, bah, on pourrait facilement imaginer que des personnes sous respirateurs et autres puissent avoir de gros soucis. Donc bien entendu, tout le monde n'est pas exposé de la même manière, les impacts sont très différents d'une entreprise à l'autre, mais voilà, aujourd'hui, il faut être conscient de ça, et malheureusement, les hôpitaux sont aujourd'hui une des cibles favorites des cyberpirates, parce que les systèmes d'information sont très gros et très complexes, sont parfois difficiles à maintenir, à faire vivre et à mettre à jour, et puis je pense que personne n'ignore qu'aujourd'hui, les entreprises sont un petit peu victimes de différentes politiques et autres de restrictions de budget qui finalement se payent un jour ou l'autre. Alors, les origines des cybermenaces. Je vous ai mis des chiffres qui ne sont pas forcément liés entre la partie de gauche et la partie de droite. Alors, j'ai pas systématiquement cité les sources, elles sont normalement dans les commentaires des différentes slides, ou si jamais j'en ai oublié, je m'en excuse par avance et je vous les communiquerai sans aucun souci. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir une grande partie des cyberincidents
plus de la moitié qui proviennent, et c'est très important, d'employés actuels de l'entreprise ou d'employés passés. Vous pouvez avoir le cas d'un salarié qui s'est fâché avec son employeur, qui est parti avec pertes et fracas et qui veut nuire à ce dernier. Et puis, très très important, vous avez aussi les employés actuels de la société qui, par négligence, je cherche mes mots, par étourderie ou tout simplement parce qu'ils ont été manipulés, peuvent engendrer un cyberincident. Donc il n'y a pas toujours une mauvaise volonté derrière. Un employé manipulé, la plupart du temps, pense faire entre guillemets le bien de son entreprise, mais c'est de par l'action des cyberpirates que finalement il va nuire à son entreprise sans le savoir. Les méchants hackers russes, etc., qui vous en veulent directement, c'est aujourd'hui, on estime entre 15 et 30%, sachant que la plupart du temps, aujourd'hui, les équipes de pirates vont passer par un employé actuel pour arriver à s'introduire sur votre réseau. Vous avez quelque chose aussi qui est en recrudescence, plutôt aujourd'hui dans les grandes entreprises ou les grosses PME, c'est que plus d'un cyberincident sur 3 est imputable soit à un concurrent, soit à une entreprise partenaire avec laquelle on peut échanger de l'information ou être interconnecté, typiquement un sous-traitant. Les derniers grands piratages chez Airbus sont le fait, donc on le sait aujourd'hui, de l'État ou d'entreprises chinoises qui ont réussi à prendre le contrôle de certaines machines chez un sous-traitant avec lequel une partie du système d'information de Airbus Industrie était interconnectée. Et on en a, entre guillemets, on a eu des informations sur l'attaque, tout simplement, puisqu'il y a eu vol également de données à caractère personnel et que Airbus a eu obligation de faire une déclaration à la CNIL. Obligation de déclaration à la CNIL, c'est sous 72 heures. Alors, on va maintenant passer sur les principales cyberattaques, entre guillemets. Quelles formes peuvent prendre ces cyberattaques? Aujourd'hui, on retrouve à très très grande échelle des campagnes de phishing ou de spear phishing. Alors, je ne sais pas si vous faites la différence entre les campagnes de phishing, entre ce qu'est le phishing et le spear phishing. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, on va le détailler juste après. Également en recrudescence, ce qu'on appelle les arnaques au président. Les arnaques au président, on va en expliquer le fonctionnement, c'est également en très grande recrudescence, tout simplement puisque manipuler les gens, et on le verra tout à l'heure, ça devient de plus en plus simple à partir du moment où on a beaucoup d'informations sur eux. Et puis les tentatives classiques d'exploitation de vulnérabilité ou de connexion à des systèmes au petit bonheur la chance qui sont également en très forte recrudescence. Ce qui veut dire que dans les conseils pour se protéger, si on veut traiter les grandes masses de cybermenaces, il faut bien entendu déjà travailler sur ces aspects-là. Et on verra comment tout à l'heure. Alors, d'autres chiffres qui viennent d'un sondage réalisé, c'est OpinionWay pour le Césine. Les demandes de rançon sont en augmentation à 2 chiffres tous les ans. Alors, les chiffres, bien entendu, si vous allez sur d'autres sources d'informations, les chiffres peuvent être un petit peu différents. J'ai pris ceux qui me semblaient intéressants. Les demandes de rançon sont en explosion. Le nombre de cyberattaques depuis le Covid est également en explosion, puisque les pirates ayant plus de temps, ils ont multiplié les différentes actions. On va retrouver dans ces cyberattaques-là les demandes de rançon. Aujourd'hui, c'est entre 70 et 80% des cyberincidents. Des attaques par déni de service, quelqu'un veut écrouler vos capacités de traitement, il peut lancer un certain nombre d'attaques. Alors typiquement, si vous êtes un magasin qui fait que de la vente online, et pour un concurrent, peut-être qu'écrouler vos services pendant 1 heure, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est tant de chiffre d'affaires perdu et c'est potentiellement tant de chiffre d'affaires gagné par vos principaux concurrents. Et puis des attaques virales standards, on y reviendra un petit peu plus loin. Alors, on va rentrer cette fois-ci dans le détail sur, alors là c'est vous qui allez parler, pour une fois. On va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est le phishing et ce qu'est le spear phishing. Je me suis permis de vous mettre un exemple de mail de phishing qui est volontairement un exemple un petit peu caricatural, puisque c'est un vieux mail qui a de nombreuses années. Je voudrais que vous me donniez des exemples ou des choses qui vous choquent ou qui vous démontrent que ce mail-là est un mail de phishing et que finalement, pourquoi cet email-là, si vous deviez le recevoir aujourd'hui, semble représenter une menace. Je vous écoute. Allô? Eh ben. Alors, je ne sais pas si vous pouvez poser vos questions, soit par le chat, soit par le micro. Si, mais il faudra qu'ils activent leur micro de leur côté.
On a mail. Yanis, on vous entend? De loin. Pardon? Je suis désolé, j'ai pas bien entendu. Ouais, j'ai pas bien entendu. Sinon, n'hésitez pas à interagir avec le questionnaire. Sinon, sur le chat. Sur les questions, d'écrire votre. Allez, qui a une petite idée sur le pourquoi cet email ressemble à un mail de phishing? Xavier à l'appareil. Bah, j'ai Oui. activé mon micro parce que moi j'ai un peu le droit, je pense aussi. Est-ce que le fait d'avoir juste du HTTP au lieu de HTTPS est une indication? Alors, dans l'absolu, oui. Ce serait une indication que les flux, si je clique sur le site, qui vont transiter entre ma machine et le site internet final, tout le trafic va passer en clair. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne devriez plus rencontrer début 2022, puisque les navigateurs utilisés tels que Chrome, Firefox et normalement Safari, je crois, à confirmer, à partir de début 2022, n'autoriseront plus les utilisateurs à se connecter sur des sites dont le trafic circule en clair. Donc effectivement, c'est un premier indice qui dit que le site qui est censé être derrière n'a pas l'air très sérieux. Alors nous, il y a une entreprise, donc Nagy, qui dit c'est impossible que Air France vous offre des billets gratuitement. Alors, merci pour cette remarque. C'est exactement celle que j'allais faire. Les gens qui veulent vous offrir des millions d'euros, ou plus concrètement la SNCF qui vous offre des allers-retours à vie ou même des billets, etc. Effectivement, la plupart des entreprises à but lucratif, voilà, c'est assez rare qu'elles offrent beaucoup de choses comme ça. Donc effectivement, c'est un indice. Je ne connais pas l'avarice de la société Air France. Elle se situe probablement dans la moyenne, mais déjà, c'est quelque chose de bizarre. Alors ensuite, on peut s'interroger sur le graphisme effectivement qui est daté de cet email-là. Au-delà du fait que les communications ne sont pas chiffrées si vous cliquez sur le lien, le vrai piège dans cet email de phishing qui est volontairement un peu mal fait, le vrai piège est absolument pas là. Le vrai piège, il est dans l'URL Air France. Si vous regardez un petit peu attentivement, vous allez voir ici qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans le trait de soulignement, c'est que sous le A de Air France, vous avez un point. Ce qui veut dire que là, on est face à ce qu'on appelle un caractère qui est de mémoire un caractère souscrit. Ça veut dire que le A qui est ici, c'est un A nordique ou vietnamien, je ne sais plus, je crois que c'est nordique, qui fait que n'importe qui peut acheter le nom de domaine airfrance.com avec un A qui contient un point dessous. Et la plupart du temps, selon le niveau de zoom de votre machine, ce point sera complètement caché par le trait de soulignement. Sous-entendu, un pirate qui veut s'en prendre à vous peut acheter le même nom de domaine que votre entreprise et il va trouver un caractère avec un point dessus, dessous, etc. Et selon les outils de messagerie employés, ça peut passer totalement inaperçu auprès des employés. Ce qui veut dire que si on a 100 salariés dans son entreprise, 100 collaborateurs, eh bien peut-être que 2-3 personnes risquent de cliquer dessus croyant qu'il s'agit d'un mail légitime. Alors bien entendu, pour croire que le mail soit légitime, il faut que le mail soit bien fait. Là, ce n'est pas le cas. Mais vous voyez, de quelque chose qui paraît naïf comme ça, on a beaucoup d'indices qui nous montrent que finalement c'est un mail bizarre, mais oui, mais la menace, en fait, la menace réelle, elle est là, elle est presque pas sur tout le reste. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire de caractère souscrit, conscrit, mais voilà. Non, mais Yanis a vu juste aussi. Il a dit qu'il y a une inversion au caractère avec le A. Donc Yanis a l'œil. Il n'y a pas d'inversion de caractère ici. C'est juste le caractère qui n'est pas le même. Ouais, c'est ça. Bref, il y a un caractère bizarre. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle des domaines qui sont en adresse courte, des URL en adresse courte. Ça veut dire que vous allez avoir une URL en .li ou quelque chose comme ça qui renvoie vers d'autres types d'URL. Théoriquement, ce type d'adresse, ce type de mail contenant ces adresses courtes serait à bannir dans vos anti-spam. Alors ensuite, quand on parle de spear phishing, le spear phishing, c'est ce qu'on appelle du phishing hameçonné, entre guillemets. La traduction n'est pas très jolie. Ça veut dire que c'est censé contenir des informations ciblées vers un individu pour tenter de le faire cliquer vers un lien ou lui faire télécharger ou lui faire entreprendre un certain nombre d'actions. Donc la différence avec le phishing, c'est que cette fois-ci, on n'est pas sur une campagne très large envoyée à des millions ou des milliers d'individus. On va être sur une campagne ciblée des utilisateurs d'une société, quelques individus au sein de la société,
Et dans ces mails-là, qui sont la plupart du temps mieux faits, on va mettre des informations qui vont nous essayer de nous faire passer pour quelqu'un de légitime. Donc la différence entre le phishing et le spear phishing, c'est ça. Et du coup, ça sous-entend que pour faire du spear phishing, les pirates doivent disposer d'un certain nombre d'informations. L'arnaque au président, c'est une manipulation qui a, comme d'habitude, un but la plupart du temps lucratif, c'est-à-dire de vol de données ou de virement d'argent à l'étranger, qui se passe en général de la manière suivante. Un escroc va collecter des informations sur une entreprise, ses dirigeants ou ses employés. L'escroc va se faire passer pour un cadre ou un dirigeant de l'entreprise et va essayer de faire un certain nombre d'actions de virement à l'étranger de différentes sommes d'argent. C'est un type d'arnaque qui est en recrudescence, l'arnaque au président. Pourquoi? Parce que ça marche bien. Pourquoi ça marche bien? Parce que les pirates, aujourd'hui, sont en capacité de collecter énormément d'informations et du coup, toute tentative de manipulation va être beaucoup plus crédible que ce qu'elle était il y a quelque temps de ça. Et j'ai plein d'exemples d'arnaques au président qui ont fonctionné et dont les montants, vous allez voir, peuvent être impressionnants dans certains cas. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à partir du moment où le virement est parti dans un pays qui ne coopère pas, en quelques heures, la somme est irrécupérable. Un petit exemple d'arnaque au président qui date d'il y a quelques années, donc on ne peut pas dire que ce sont des gens de petite taille qui n'ont pas de service informatique et qui ne sont pas censés être compétents. L'entreprise Le Bibanum Michelin qui s'est fait détourner via une ou plusieurs arnaques au président la modique somme de 1,6 million d'euros. Donc, lorsqu'on explique les arnaques au président, le gars qui passe des coups de fil en se faisant passer pour le dirigeant, c'est trop gros, ça marchera jamais, ça fonctionne très très bien. Il suffit pour ça qu'on puisse collecter de l'information, que la comptable, le vendredi soir à 18h30, quand beaucoup de gens sont partis, ait publié sur son compte Facebook qu'elle a la grippe et qu'elle est fatiguée, qu'elle a de la fièvre. On va pouvoir la manipuler parce qu'on sait qu'elle va être fragile à ce moment-là. Si sur un compte personnel ou professionnel ou sur un réseau social, elle a publié qu'elle devait aller chercher ses enfants à 18h45, on sait qu'en la mettant sous pression à 18h35, si on arrive à se faire passer pour un dirigeant, on va pouvoir lui faire engendrer un certain nombre d'actions dans un délai très court grâce à la pression. Ça s'appelle de la manipulation. Et ça fonctionne très très bien. Donc il faut être vigilant là-dessus. Ensuite, on va avoir différents moyens, différents vecteurs physiques de propagation des cyberattaques. Je vais passer assez vite là-dessus, mais on va retrouver des clés USB piégées qui ont la forme de clés USB. Autre chose auquel on ne pense pas souvent, le fait de laisser des locaux accessibles. Il suffit qu'un pirate, et ça c'est dans quasiment 80% des entreprises dans lesquelles j'interviens, passer certaines heures ou entre midi et 2 l'été, vous avez le PC de l'accueil qui est accessible et n'importe qui pourrait le débrancher, repartir. Voilà, avec une cagoule et un masque, les individus pourraient ne pas être identifiés. Sauf que sur un PC à l'accueil, si des administrateurs du système d'information se sont connectés dessus, on peut peut-être récupérer des identifiants de type login mot de passe des administrateurs du domaine ou de l'entreprise. Donc ça peut avoir un certain nombre d'importances. Les clés USB, là on est sur des cyberattaques assez ciblées. Ça fonctionne très très bien. Vous achetez des clés USB rouges, vous les disséminez avec un malware dessus, vous les disséminez sur un parking d'entreprise entre les différentes voitures des collaborateurs. Dessus, vous mettez un nom assez explicite à votre malware, c'est-à-dire par exemple le salaire du patron en 2021, et vous allez avoir entre 70 et 80% des utilisateurs qui vont double-cliquer sur le fichier par curiosité et qui vont déclencher une jolie cyberattaque sur leur PC personnel ou plus grave, sur les PC de l'entreprise. Alors du coup, maintenant on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet encore plus que jusqu'à maintenant. Quel est le rôle des individus dans ces différentes cyberattaques? Alors pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va parler du rôle de l'ingénierie sociale et on va essayer de déterminer ce qu'il convient de faire. Alors, l'ingénierie sociale, lorsqu'on parle un petit peu du facteur humain, c'est en quelque sorte une pratique de manipulation plus ou moins psychologique à des fins d'escroquerie. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, qui reste bien entendu vrai, c'est que pour manipuler un individu, si j'ai beaucoup d'informations sur lui, ce sera tout simplement beaucoup plus facile. Si je vais voir quelqu'un dans la rue en lui disant vite, il faut me donner votre téléphone pour passer un coup de fil, et que vous donnez votre téléphone et que le gars, on sent qu'il risque de partir en courant avec, etc., on va être peut-être méfiant. Si la même personne vient vous voir, je viens de croiser votre femme, elle a eu un accident, elle s'appelle Marjorie, elle devait aller chercher les enfants à 17h au cours de karaté, etc., vous n'allez même pas vous poser la question.
pour vous, cette personne vous a donné des informations que peu de gens sont censés connaître, et du coup, c'est que c'est censé être quelqu'un qui dit la vérité. Et bien, le principe de l'ingénierie sociale, c'est exactement ça, collecter de l'information pour manipuler les individus à des fins diverses et variées. La plupart du temps, à des fins d'escroquerie. Hop. Alors, le dit facteur humain en question, je vous présenterai une petite vidéo à la fin de cette présentation s'il nous reste du temps, sinon je vous donnerai le lien. C'est une petite vidéo qui illustre tout ça, on y reviendra tout simplement parce qu'avec cet outil de visioconférence là, le son n'est pas de qualité suffisante. Mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, si je reviens sur la pratique de collecte des informations à des fins de manipulation, grosso modo, que vont faire les attaquants? C'est l'exemple que je viens de vous donner. Ils vont faire une sorte de reconnaissance sur des entités, sur des individus. Ils vont utiliser ces éléments-là pour créer quelque chose qui semble authentique et officiel. Ils vont y injecter un malware dedans, par exemple un fichier PDF, ça se fait très bien. Et puis ensuite, le malware va être lancé et puis un pirate va pouvoir prendre le contrôle d'un certain nombre de systèmes. Je prends un exemple tout simple de manipulation qui illustre ce contexte-là. Pardon, pour créer un certain nombre de malware, j'ai besoin de connaître la version utilisée dans l'entreprise d'Adobe Acrobat Reader, le lecteur de PDF le plus utilisé. Comment je vais m'y prendre? Eh ben, je vais éventuellement envoyer un mail en me faisant passer pour un client avec un faux PDF qui ne contient rien. Lorsque la personne va essayer de l'ouvrir, elle essaiera peut-être de me répondre ou de m'appeler pour me dire qu'elle ne peut pas ouvrir le PDF. Je vais lui demander quelle est la version d'Acrobat Reader qu'elle utilise, et puis la plupart du temps, la personne va me dire bah, j'utilise la version 10.1 et je vais pouvoir créer un joli malware qui permet de trouver la version 10.1 de Adobe Acrobat Reader. Et c'est comme ça que je vais pouvoir introduire mon malware sur le réseau. Je peux également le faire par un moyen tout bête qui marche très bien, un appel téléphonique. Ça fonctionne très très bien. Alors, quelles sont les sources sur lesquelles nos ennemis les pirates vont collecter des données? Alors, je me suis permis de mettre une espèce d'image qui en contient certains, sachant que ce n'est pas forcément une liste très à jour et qu'elle est partielle. Sans s'en rendre compte, on peut collecter de l'information sur les individus dans des milliers de sources, mais vraiment des milliers de sources. Certaines sont plus ou moins pertinentes que d'autres en fonction des pays, des utilisateurs. Il y a certains sites sur lesquels seuls des Américains ou des Chinois publient, et puis d'autres qui sont internationaux. Si on prend, alors je ne sais pas si vous voyez bien, des choses comme Dailymotion, comme Shazam, comme Facebook, comme Instagram et autres, tous ces outils-là collectent de la donnée sur vous, les revendent, et parfois une partie de ces données-là sont accessibles publiquement, en interrogeant ces différents services-là. Et puis ce qui est plus grave, c'est que parfois, lorsque vous mettez un petit commentaire sur LinkedIn, qu'est-ce qui va se passer? Ce commentaire peut être relayé, partagé. Ou alors, des individus sur LinkedIn peuvent citer certains de vos propos et vous nomment. Ce qui veut dire qu'on peut trouver de l'information sur vous alors que vous n'avez même pas conscience qu'elle existe, puisque des gens ont parlé de vous sur des sources accessibles publiquement. Quelques exemples toujours pour illustrer ça. Voilà, on retrouve la plupart du temps Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, etc., etc. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien joli. Comment? Ben, c'est très bien, je publie quelque chose sur Facebook. Si quelqu'un va savoir que ce soir je pars à 18h parce que j'ai mon cours de yoga ou de sport, finalement, qu'est-ce que je risque? Le souci n'est pas tant l'information que j'ai postée à un endroit une fois. Le souci, c'est qu'il existe des outils qui vont me permettre de collecter de manière automatisée toutes ces informations-là et d'en créer une sorte de dictionnaire ou d'agglomérat qui va pouvoir être utilisé contre moi. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, le premier exemple, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, si vous connaissiez un petit peu ces notions d'OSINT et autres. Si quelqu'un veut réagir. Ok, bah, je vais continuer. Non, Si jamais... il y a une personne Oui. qui nous quitte. Il y a Qui quoi, Yanis pardon? qui nous quitte. Ouais, il y a pas de... Il y a un des participants qui quitte Ouais, la session. Puisqu'il a très bien. un autre Très bien, très pense. bien. Et oui, Yanis, on vous enverra le replay, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des contraintes. Alors, Non, mais j'avance. pour réagir, du coup, c'est vrai que je t'avoue, quand tu regardes tout ça, c'est un peu flippant parce que finalement, toutes ces applis, en plus, on les utilise au quotidien, on les a sur nos smartphones.
on les partage avec notre entourage, pro, perso. Mmh. Ouais, ça fait quand même bien flipper. Disons qu'au-delà de l'aspect un petit peu, voilà, de l'aspect, peur que ça peut engendrer, une des premières choses, c'est déjà d'en être conscient, que ce genre de choses existe. Parce que d'habitude, on a dans l'idée que la NSA, ce sont des méchants et qu'ils espionnent tout le monde. Alors déjà, c'est vrai, mais voilà, il faut vraiment être conscient que ce qu'on poste dans la sphère, du cyberespace peut avoir des conséquences sur notre activité professionnelle ou même personnelle. Et un exemple, qui est pas forcément un exemple, vécu, mais qui a été vécu par un collègue, le fils, d'un collègue s'est fait pirater son compte de jeux vidéo sur je sais plus quel jeu, je crois que c'était Fortnite, mais voilà. L'adolescent a vécu ça, mais presque comme un viol, dans le sens où pour lui, ce jeu vidéo-là, il y jouait tous les jours avec ses collègues et cetera. C'était vraiment sa vie, numérique et une partie de sa vie tout court. Il avait perdu, je sais pas, ses personnages, ses trucs, ses bonus dans le jeu et cetera. La personne, avait envoyé en son nom des tas de messages à tous ses contacts d'insultes et autres. Il a été la risée du collège, enfin bon voilà. Donc il faut être conscient que ce genre de choses et de communication, à un moment, peut impacter notre vie professionnelle, peut impacter notre vie personnelle et plus des fois déstabilisant, la vie personnelle de nos enfants. Donc il faut être vigilant. J'ai une question, Naji. Oui, je vous Euh, écoute. Alors, en fait, j'aurais voulu savoir là, par rapport au choix des prestataires dans les télécoms, parce qu'il y a les Mmh. opérateurs et puis les prestataires qui offrent des solutions justement sur des VPN ou de la téléphonie IP. Est-ce Oui. qu'il y a, en fait, comment on fait des choix et s'il y a des conséquences justement par rapport à des cyberattaques, par rapport à parce qu'il y en a, je sais pas, il doit y avoir une centaine par exemple en France, plus. Alors, le choix alors il y a plusieurs questions dans votre question, je vais essayer d'y répondre. Le choix de l'opérateur, c'est quelque chose d'important puisque vous allez lui, entre guillemets, lui sous-traiter le support de vos flux de communication vers l'extérieur, que ce soit de la voix via de la VoIP ou même vos mails et vos accès internet. Ensuite, qui va gérer, les aspects sécurité de ces flux-là? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le prestataire en question, l'opérateur? Ben, probablement un petit peu des 2. Donc le choix de l'opérateur est quelque chose d'important, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'attaques qui existent sur les IPBX, donc les standards téléphoniques. Est-ce que l'IPBX est chez vous et géré par l'opérateur? Dans ce cas-là, si l'IPBX est mal géré, des pirates peuvent s'introduire dessus et par rebond, ils sont sur votre réseau. Est-ce que l'IPBX est externalisé dans le cloud et c'est l'opérateur télécom qui en a la gestion et la sécurisation? Donc vous voyez, ça soulève un certain nombre de questions. Donc sur ces sujets-là, il faut regarder un peu les références de l'opérateur, il faut lui poser des questions, il faut le challenger sur pourquoi tel et tel choix technique, et il faut ensuite essayer de faire, je dirais, le meilleur choix possible en fonction aussi des compétences qu'on peut avoir en interne. Si dans votre entreprise, vous avez un SOC, vous avez un service d'experts en cybersécurité, peut-être que tout internaliser, c'est pas un mauvais choix. À l'inverse, vous avez des compétences en informatique, des services informatiques qui ont la tête sous l'eau pour gérer le quotidien. Leur rajouter une couche en plus, c'est peut-être compliqué. Euh, voilà. Donc il n'y a pas là aussi de réponse universelle là-dessus. Mais c'est un sujet, si vous voulez, sur lequel vous pourrez me contacter ultérieurement. Je pourrais vous répondre un peu plus en long et large en travers sur ces sujets-là. Après, si ce sont des sujets, et je pense que c'est le cas, qui sont stratégiques pour les entreprises, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner par votre prestataire habituel, par un sous-traitant informatique avec lequel vous avez l'habitude de travailler, ou par des experts en cyber tels que nous et d'autres, et ils pourront vous accompagner là-dedans. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance en son opérateur et que cet opérateur ait fait la démonstration quand même de son savoir-faire et qu'il vous apporte un certain nombre de garanties. Je me permettais de dire ça parce qu'il y a longtemps, j'ai travaillé pour ces personnes-là, mais je suis pas resté longtemps parce que justement, c'était un peu flou et j'avais Mhm. un peu regardé un peu l'écosystème et c'est vrai que c'est hyper flou parce qu'il y a plein de sous-traitants et Oui, la plupart ces clients, c'est 80%, c'est des TPE, des PME, hein. oui. Alors après, si vous voulez, le fait que ce soit en mode un peu boîte noire, on ne sait pas trop comment ça marche et ce qui s'y passe, ça peut être gênant dans certains cas, ça peut ne pas l'être. L'exemple qui va avec, c'est qu'un opérateur télécom de renom vous dit on gère la sécurité, vous en préoccupez pas, etc.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le questionner, le challenger, il ne faut pas faire une confiance aveugle aux gens, mais à l'inverse, à un moment, si je choisis si je sélectionne ce prestataire-là, ça veut dire que je lui accorde ma confiance. Et donc, je peux peut-être accepter que finalement, c'est son métier et qu'il gère ça bien ou très bien. Et peut-être qu'il va gérer ça mieux que moi si je fais ça chez moi. Quand vous arrivez aux urgences suite à un accident de voiture et que c'est le chirurgien qui est là, qui vous opère, bah, vous choisissez, parce que peut-être vous n'avez pas le choix, mais que de lui faire confiance. Donc à un moment, il faut bien porter sa confiance, il faut bien accorder sa confiance à quelqu'un. Mais par contre, règle d'or, il ne faut pas se défausser ou se décharger sur un prestataire télécom ou autre sans creuser la question et le challenger. Ça veut dire qu'on doit quand même garder un regard sur ce qu'il fait, sur les garanties qu'il apporte. Je vous invite à me recontacter par mail ou autre sur ce sujet-là si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, en espérant vous avoir donné quelques éléments de réponse. Merci, merci. Allez, on va continuer. Alors ensuite, je reviens un petit peu sur mon sujet. Donc tout ça, ce sont des sources utilisables. Ce n'est qu'un très petit échantillon des sources utilisables. Il y en a plein d'autres. À partir du moment où vous postez un commentaire sur un blog, sur un forum, c'est des choses qui sont indexées et lues et sur lesquelles on peut aller chercher. Alors ce qui est un petit peu plus effrayant, c'est qu'il y a des tas d'outils simples ou sophistiqués qui permettent de faire de la collecte d'informations à plus ou moins grande échelle. L'un des outils les plus puissants qui existent s'appelle Google, via ce qu'on appelle les Google Docs. Que sont les Google Docs? Qu'est-ce que c'est que Google? Google, je vais simplifier un peu, c'est un ensemble de systèmes qui contiennent des très grosses bases de données qui indexent tout ce qui est accessible sur Internet. Et théoriquement, ils n'indexent pas ce qui est sur le Darknet. Ce qui veut dire qu'ils ont des milliers, vraiment des dizaines de milliers de robots informatiques qui vont lire les pages et indexer un certain nombre de mots-clés. Google est un moteur de recherche qui est utilisable sur mots-clés ou via ce qu'on va appeler des requêtes paramétrées qui vont donner des résultats très très différents. C'est ce qu'on appelle les Google Docs. Je vous ai donné des exemples de requêtes paramétrées. Oups, pardon. Ce que vous voyez ici, la dernière requête en caractère gras ici, c'est ce qu'on appelle une requête paramétrée qu'on va utiliser dans Google, qui va nous renvoyer vers des sites Internet, une liste de sites Internet qu'on va voir ici par exemple, qui contiennent en fait des pages d'administration sur des sites ou des applications qui ont été développées en PHP et qui contiennent éventuellement ce mot-là. Donc en gros, c'est via un certain nombre de mots-clés, en l'occurrence qui est une URL, c'est-à-dire dans l'URL, dans l'adresse que je rentre dans le navigateur, je veux que Google, tu me renvoies tous les résultats qui contiennent un certain nombre de choses, dont notamment la PHP myadmin égale, ce qui veut dire que je suis sur une page d'administration d'un site web ou d'une application web développée en PHP. Il y a des milliers d'exemples comme ça qui sont relativement effrayants. Je peux avoir dans le titre de la page, pas forcément dans l'URL, un certain nombre de mots-clés qui me renvoient vers telle ou telle chose. Donc, premier outil utilisé par les pirates pour collecter de l'information, notre ami Google de manière simple ou de manière paramétrée. Et c'est d'une puissance monstrueuse. Ça veut dire qu'avec une requête paramétrée aux petits oignons, je peux tout à fait découvrir un site internet marchand qui est vulnérable et sur lequel je pourrais voler la base de données et m'introduire sur le système, juste avec une requête Google. Ensuite, vous avez des outils de collecte automatisés à plus ou moins grande échelle. Là, je vous ai montré une capture d'une vieille version d'un outil qui s'appelle Maltego, qui est accessible et open source, qui va permettre, via un certain nombre d'enregistrements, de créer des graphes sur des sociétés, sur des serveurs, des adresses IP, des domaines ou sur des individus. Alors, je ne peux pas vous le faire là parce qu'on est un peu court au niveau du temps. Lorsque je l'utilise sur moi, ça me remonte une trentaine d'adresses mail, dont une quinzaine que je n'utilise plus depuis des années. Mais lui est capable d'aller les chercher. Ça me donne un certain nombre d'informations sur le nom de mes enfants, le prénom du chien, bon, même s'il est mort, hein, et d'autres choses. Ce sont des outils qui sont monstrueux. Et de ces outils-là, un pirate qui sait les utiliser va pouvoir créer des graphes, des relations sur une entreprise, ses sous-traitants, ses fournisseurs, ou sur un individu, son épouse, ses enfants, l'oncle, la tante, la salle où il va faire du sport entre midi et 2, etc., etc. Donc ça, ce sont pas, enfin voilà, on ne parle pas d'outils de services de renseignement et autres. Ce sont des outils open source, plus ou moins gratuits et accessibles assez facilement au commun des mortels, hein.
Là, on n'est pas sur des choses qui sont des légendes. Et vous avez un certain nombre d'outils sous Linux et de distributions qui vous permettent de faire ça, de faire de la récupération d'informations, que ce soit sur des choses publiques, voilà, sur des réseaux publics et autres. L'outil en question s'appelle Maltego, vous pouvez le télécharger et puis créer comme ça vos propres graphes sur lesquels vous allez donner un nom, un prénom aux gens, et puis ensuite l'outil, via différentes recherches récursives, va pouvoir afficher un certain nombre d'infos. Donc ça, c'est assez, quand on le fait sur soi ou sur son entreprise, c'est des choses qui sont assez monstrueusement effrayantes et en général, on est très très surpris des résultats. On va lier un certain nombre de choses et d'individus à des ressources. Alors dedans, on met des téléphones, des adresses mail, on met toutes les informations, des numéros de mobile. On va mettre toutes les informations comme ça qu'on peut arriver à avoir sur les individus. Et une fois qu'on a fait ce prégraphe avec les informations qu'on a collectées, on va lancer cette fois-ci ce qu'on appelle des modules, qu'on appelle des transforms, et qui vont aller, au bout d'un moment, faire toutes les recherches sur tous les individus, etc. Voilà. J'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais sachez que ça existe. Des tas d'autres outils existent dans des outils, encore une fois, open source et autres. Hein. Je ne parle pas d'un génie sur Terre qui a développé des outils et qui les utilise tout seul dans son garage. On parle d'outils accessibles publiquement, open source, gratuits, et pour lesquels vous pouvez trouver des tutos sur Internet. Voilà. C'est exactement ce que les script kiddies vont utiliser, mais également les pirates un peu plus chevronnés. Vous avez des outils, ce qu'on appelle la moissonneuse via Harvester, qui va, si vous l'utilisez avec des paramètres, vous allez donner des noms, des prénoms, qui va être capable, en utilisant Google, en utilisant Baidu, Yandex, des moteurs de recherche, de vous ressortir des informations publiques. Dans mon exemple numéro 2, on voit qu'en lançant une requête, j'obtiens des adresses IP, j'obtiens des noms de domaine. Et puis dans mon second exemple, j'obtiens, ah non, c'est la même chose, pardon, c'est des domaines, des adresses IP, etc. Et puis dans mon exemple suivant, toujours avec ce même outil via Harvester, je peux récupérer le nom d'une partie des employés d'Apple en utilisant le réseau professionnel LinkedIn, et je vais mettre en forme un peu les données, je vais récupérer le nom, le prénom et puis les titres. Quelle est la manière dont ils s'affichent dans LinkedIn? Je vois que monsieur ou madame Olia Gourevitch est NLP, Data Science, Practitioner, etc. Et là, je peux potentiellement, avec des outils comme ça, et ça on le fait en formation cybersécurité, je peux reconstruire l'organigramme complet d'entreprises telles que Air France. Pourquoi? Parce que les gens d'Air France publient des documents qui sont en PDF accessibles publiquement sur Internet. Ils sont signés des auteurs et des co-auteurs. Dans la signature des auteurs, je récupère leur nom et leur prénom. En interrogeant les différentes adresses mail, je peux connaître le format d'une de leurs adresses mail. Et en connaissant le format d'une de leurs adresses mail, je vais pouvoir reconstruire la liste intégrale de toutes les adresses mail d'une société telle que Air France et autres. Et je vais avoir un catalogue comme ça de toutes les adresses mail de tous les employés. Alors bien entendu, les résultats sont à pondérer, je peux avoir quelques employés qui sont partis, la liste peut ne pas être à jour, mais globalement, ça marche pas mal. Voilà, toujours pareil, avec des outils de collecte automatisés, je peux récupérer les adresses mail de tout ou partie d'une société, etc. Parce que encore une fois, ces informations-là sont des informations publiques. Et si elles ne sont pas exposées publiquement, j'ai d'autres outils qui vont me permettre d'interroger des serveurs de mail. Et si les serveurs de mail sont mal paramétrés, j'envoie un mail au pifomètre, allez, à quelqu'un de la CCI par exemple. Le serveur de mail de la CCI, selon comment il est administré, paramétré, il va me répondre soit je relais votre message, soit rien, soit ah ben non, cette adresse mail n'existe pas. Et ne serait-ce qu'en envoyant des milliers de mails, je vais pouvoir savoir quelles sont les adresses qui n'existent pas et puis éventuellement quelles sont les adresses qui existent. Juste en interrogeant à distance un serveur de mail, en analysant les réponses qu'il va me faire. Alors ensuite, comment les pirates vont utiliser ces informations? À partir du moment où ils ont récupéré un certain nombre d'informations, ils vont pouvoir soit vous manipuler par mail, par téléphone ou les deux, soit directement tenter de prendre le contrôle de vos comptes. Et on va voir juste après comment ils font. Qu'est-ce que finalement, que peuvent les pirates? Prendre déjà le compte, pourquoi pas, de votre boîte mail, prendre le contrôle, pardon, de votre boîte mail, prendre pourquoi pas le contrôle de votre compte Google d'entreprise ou non, le contrôle pourquoi pas des différents accès à votre site bancaire, à l'assurance maladie, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les informations personnelles, les informations de l'assurance maladie se revendent en général sur le darknet plus cher que les informations de carte bancaire. Aujourd'hui, ça a plus de valeur de revente. Donc, ils peuvent essayer de prendre le contrôle de plus ou moins tout ce qui vous concerne. Et bien entendu, s'ils prennent le contrôle de votre boîte mail personnelle
et que dans cette boîte mail personnelle, il y a des informations professionnelles, ils vont bien entendu essayer de rebondir dans la sphère professionnelle. C'est logique. Alors maintenant, la grande question, c'est ouais, mais comment ils font? Puisqu'il y a des mots de passe et des choses comme ça. Eh ben, alors, non, c'est pas tout de suite. Premièrement, c'est est-ce qu'il faut, vis-à-vis de tout ce que je viens de dire, faire quelque chose ou se dire que finalement, jusqu'ici, tout va bien et que si on n'a pas été attaqué jusque-là, finalement, c'est qu'on craint pas grand-chose. La première remarque sur ce sujet-là, c'est qu'on ne craint pas grand-chose ou on n'a jamais été attaqué. On peut être attaqué, on peut avoir été piraté ou l'être toujours et ne pas s'en être rendu compte. Le délai moyen avant qu'une entreprise se rende compte qu'elle a été piratée, c'est à peu près entre 100 et 150 jours. Entre 100 et 150 jours. En 150 jours, un pirate, il fait des choses chez vous, hein. Ça va vite, hein. Donc, c'est la première petite leçon à retenir de ce webinaire. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est rendu compte de rien qu'il ne s'est rien passé, et ce n'est pas parce qu'on estime ne pas être une cible potentielle qu'il faut rien faire et croire que tout va bien et que tout ira bien longtemps. C'est une erreur. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Si jusqu'ici tout va bien, finalement, qu'est-ce qu'on s'en chose? Alors, je vais avant de revenir sur les outils qui permettent de prendre le contrôle de nos comptes et autres, c'est prévu. Là, je vais essayer de vous interroger sur l'exemple, par exemple, d'un mot de passe, puisqu'on l'a vu, pour se loguer sur un compte Gmail ou sur un compte G Suite ou pourquoi pas Office 365, il faut un login, mais il faut également un mot de passe. Le login, c'est assez facile à trouver, puisque la plupart du temps, les gens utilisent leur nom, point leur prénom, ou alors tout simplement avec Office 365, leur boîte mail. Leur boîte mail devient le login. Il me reste plus qu'à trouver le mot de passe, en quelque sorte. Le login étant facilement déterminable. Donc du coup, je vous pose la question, qu'est-ce qu'un bon mot de passe? Est-ce que certains peuvent me donner une caractéristique qui ferait qu'un mot de passe est un bon mot de passe? Allez, vite, 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 messieurs et mesdames. Ou messieurs de la CCI. J'espère ne pas vous avoir endormi trop. Alors, les participants peuvent activer le micro s'ils le souhaitent, hein. Voilà, n'hésitez pas à activer vos micros, sinon je vais commencer à vous donner les éléments de réponse. Donc, pour un pirate ou pour un utilisateur, on va retrouver des choses assez classiques. Dans les caractéristiques qui reviennent souvent, est-ce que utiliser une majuscule renforce la sécurité d'un mot de passe? La plupart du temps, absolument pas. Pourquoi? Parce que en tant qu'utilisateur, en tout cas en France et dans beaucoup de pays, on m'a appris à l'école que les majuscules, ça se mettait sur la première lettre des mots. Vous voyez ici, mon PowerPoint automatiquement m'a mis une majuscule sur le début de ma phrase. Ce qui fait que quand on impose aux utilisateurs d'utiliser une majuscule, dans 90% des cas, ils vont mettre la majuscule au début des mots. Donc, dans ce cas-là, on verra pourquoi juste après, ça sert à rien. Ensuite, on va leur demander d'utiliser des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, il y a deux cas d'usage qui reviennent très souvent. Ce sont les caractères spéciaux dits de substitution, c'est-à-dire un arrobase à la place d'un A, un dollar à la place d'un S, le symbole euro à la place d'un E. Ce sont des caractères spéciaux utilisés en substitution. Ça n'améliore pas la sécurité. Les caractères sinon spéciaux qu'on va demander aux utilisateurs d'utiliser, on va retrouver souvent des caractères dits de ponctuation. Caractères de ponctuation, en France, on a appris à les mettre où? À la fin des À mots. la fin. Donc, dans 90% des cas, les caractères spéciaux sont utilisés à la fin des mots, avec une petite spécificité pour l'Espagne qui utilise une ponctuation aussi au début des phrases. Donc non, c'est une erreur de croire que ça améliore, dans ce cas d'usage-là, la sécurité d'un mot de passe. Utilisez des chiffres. Si vous utilisez 1, 2, 3, 4 parce qu'on vous demande 4 chiffres à la fin, ça ne sert à rien. Et si on vous demande 4 chiffres, les utilisateurs, pour pas s'enquiquiner à retenir des mots de passe compliqués, ils vont la plupart du temps mettre les chiffres à la fin, après les lettres. Soit avant le caractère de ponctuation, soit après. Et si on demande aux utilisateurs 4 chiffres, on va très souvent retrouver des morceaux de date de naissance qui vont être les leurs, celles de leur conjoint, leur conjointe, ou pourquoi pas le mois et l'année de naissance d'un des enfants. Et bien entendu, si on vous demande 6 chiffres, eh bien on va retrouver une date de naissance en format long. Donc, utiliser des chiffres dans les cas que je viens de décrire, on n'améliore absolument pas la sécurité. Privilégier des mots de passe longs, pas forcément, ça dépend des cas. C'est-à-dire que si vous utilisez un mot de passe à 32 ou 35 ou 60 caractères, premièrement, il faudra le retenir, difficile à retenir, et pour qu'un mot de passe très long soit facile à retenir, la plupart du temps, vous allez retrouver des tirades de films ou des expressions employées dans des films cultes, entre guillemets, pour les gens,
ou tout simplement des tirades, je dis n'importe quoi, de poèmes connus ou d'œuvres littéraires. Croyez-moi sur parole, la plupart de ces pirates connaissent très très bien et intègrent dans leur dictionnaire d'attaque ce genre de choses. Alors j'en ai là, je pourrais peut-être vous les montrer, mais je ne sais pas si on a encore un peu le temps. Les dictionnaires d'attaque, hein, il en existe plein, c'est facile à trouver, et dans ces dictionnaires d'attaque-là, vous allez retrouver la plupart du temps, la plupart des mots de passe assez connus, hein. Voilà, tac, ce que j'en ai là. Voilà, si je fais un cat par exemple, allez, password, hop, 1000 txt, alors voilà, c'est un petit exemple de dictionnaire dans le tag. Alors ceux-là, il n'y a pas forcément des mots de passe longs, c'est les mots de passe, les 1000 mots de passe les plus utilisés en France, etc. Voilà. Autant vous dire que si un de vos mots de passe se retrouve dans cette liste-là, votre temps moyen avant que votre système se fasse craquer, ça peut être de quelques minutes à quelques secondes. Et les dictionnaires comme ça de mots de passe, j'ai fermé la fenêtre un peu vite, il en existe beaucoup, des très longs, certains font des millions et des millions d'enregistrements et c'est facile à trouver sur le net. Donc du coup, pourquoi ces choses-là qu'on nous recommande tout le temps sont plus ou moins inutiles pour un mot de passe sécurisé? À cause de ça. Ça, c'est un outil qui permet de générer des dictionnaires d'attaque personnalisés sur les mots de passe. L'outil en question s'appelle CUP, Common User Password Profiler. C'est-à-dire que cet outil-là ne sert à rien, sauf dans un cas particulier qui est notre capacité à l'alimenter correctement. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez utiliser cet outil en lui donnant un certain nombre d'informations. Nom de famille, prénom, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur de souris, surnom, les dates de naissance, le conjoint, la conjointe, les prénoms des enfants, le nom des animaux. Vous allez aussi lui donner un certain nombre de patterns que vous voulez employer, c'est-à-dire vous allez lui dire, ben, je pense que là, ils utilisent une majuscule, etc. Intègre-moi une ou deux majuscules, intègre-moi un point d'exclamation à la fin ou un caractère spécial, etc., etc. Vous allez donner des renseignements à cet outil-là, et derrière, il va vous générer. Alors, il y a aussi, on peut bien sûr le personnaliser selon les pays, la langue, etc. Il y a tout un tas de critères comme ça. Et cet outil-là va vous générer va générer au pirate un dictionnaire d'attaque personnalisé et ciblé sur un individu, une entreprise ou autre. Et quand on le fait en formation cybersécurité, c'est monstrueusement efficace. En général, on arrive à trouver la plupart des mots de passe des gens dans les 300 premières lignes, voire avant. Donc en fait, pourquoi pour un pirate, c'est finalement pas si compliqué que ça de pirater des systèmes, s'il est en capacité de collecter des informations et qu'ensuite ces informations-là sont utilisables dans des outils tels que celui-là, ça rend les choses faciles pour le pirate. Et encore une fois, c'est quelque chose ce sont des outils accessibles en ligne à n'importe qui, hein. On parle là que d'outils open source, hein. Là on n'utilise pas les outils de la NSA, hein, qu'on soit d'accord, hein. Bien qu'ils les utilisent peut-être, je ne sais pas. Alors, du coup, je vais avancer un petit peu sur la suite. On a bientôt terminé. Donc, grosso modo, l'exemple des mots de passe par rapport aux informations qu'on publie sur nous, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à connaître en termes de mots de passe. Il faut surtout qu'ils ne disent rien sur nous. Toutes ces fiches-là, je vous les donnerai. Il faut que le mot de passe soit relativement costaud, c'est-à-dire d'une longueur minimale en intégrant un certain nombre de choses de manière aléatoire, c'est-à-dire des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, etc., mais de manière aléatoire. Si vous êtes dans un schéma classique, ça ne renforcera pas votre sécurité. C'est plutôt 12 à 16 caractères aujourd'hui qu'on recommande. Ensuite, vous avez dans les best practices et les recommandations un mot de passe qui est égal à un compte. Si vous utilisez le même mot de passe sur tous les comptes, un compte est compromis. Tous les mots de passe, tous vos comptes sont compromis. Si en plus le compte compromis en premier, c'est la boîte mail qui permet lui de réinitialiser les mots de passe et de procéder à la double authentification par mail, vous êtes foutu. C'est du bon sens tout ça, mais ça vaut le coup en général de le rappeler. Bien entendu, on ne stocke pas son mot de passe sur un post-it au boulot, sous son clavier ou sur son écran. Deux cadenas valent mieux d'autres, c'est-à-dire que si vous en avez la possibilité, essayez d'utiliser des systèmes dits de multi-authentification ou des systèmes multifactoriels, typiquement un mot de passe sur un site plus pourquoi pas un SMS, en sachant qu'il faut faire attention parce que si votre boîte mail est compromise et qu'on peut lire vos SMS sur votre webmail Orange ou autre, finalement la double authentification n'est pas si opérante que ça. Ensuite, lorsqu'on a plein de mots de passe pour plein de comptes, il est recommandé d'utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé, ce qu'on appelle un coffre-fort numérique ou un KeePass.
il y a des outils qui sont gratuits, certifiés par l'ANSSI, qui permettent de faire le boulot. Alors attention les KeePass, même celui qui est certifié par l'ANSSI, s'il est mal utilisé, il peut être un petit peu vulnérable. Mais je n'ai pas le temps de développer le sujet. Là, il faudra vous rapprocher de vos services informatiques pour utiliser le KeePass correctement. En quelques mots, si vous liez votre KeePass, votre coffre-fort numérique, c'est-à-dire que pour ouvrir votre coffre-fort numérique, vous liez ça à votre mécanisme d'ouverture de session Windows, si votre session Windows est compromise, un pirate va du coup accéder à tout le contenu de votre KeePass, et donc intérêt proche de 0. Ça aussi, c'est dit comme ça a l'air gentillet, mais c'est des choses qui sont très simples. Hein. Ce type d'attaque sur les systèmes d'authentification des systèmes Windows, c'est des trucs très simples. On le fait en atelier, on le fait en formation. Voilà. Il ne faut pas croire que c'est si robuste que ça. Comment je peux savoir si le mot de passe que j'utilise est quand même costaud ou non? Vous avez des outils. Ça, c'est un outil fourni par l'ANSSI que vous retrouvez, je vous ai mis l'URL sur ssi.gouv.fr, qui vous permet de calculer ce qu'on appelle, alors je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, à une époque, c'était l'entropie du mot de passe. En fonction, sans donner votre mot de passe, vous allez sur ce site-là, vous rentrez les caractéristiques de votre mot de passe, vous choisissez la longueur, l'alphabet, etc. Vous mettez un certain nombre de caractéristiques, vous cliquez sur calculer, ça vous donne un score et ce score vous permet d'évaluer quelle serait la robustesse de votre mot de passe face à une attaque de type dictionnaire ou à une attaque standard. Voilà. Et là, vous avez derrière ce que recommande l'ANSSI. Vous savez que si vous êtes entre 49 et 60, ça va être compliqué. Votre mot de passe risque de ne pas tenir très très longtemps. À l'inverse, si vous êtes sur un niveau équivalent à l'AES 128, vous êtes tranquille. L'AES 128 qui aujourd'hui commence à être interdit pour les usages de chiffrement militaire uniquement. Bon, là, voilà. Mais pour un particulier, on est large. Même en entreprise, on est large. Donc je vous ai mis l'URL, vous irez voir, c'est très intéressant. Vous avez, je ne sais pas pourquoi j'ai une animation qui ne se passe pas bien, vous avez des sites un petit peu différents qui sont mis en place par des gens bien intentionnés qui vous permettent de tester votre adresse mail ou certains de vos mots de passe pour voir s'ils ont été par le passé répertoriés dans les bases de données utilisées par les pirates et assez facilement accessibles en ligne. Si votre adresse mail est connue, ça peut être embêtant, et si vos mots de passe sont connus, dans des différentes bases de données utilisées par les attaquants ou catalogues de données ou de mots de passe, ça veut dire que c'est pareil, vous allez avoir une résistance qui va être très très faible. Donc le site en question, je vous ai mis l'URL, vous pouvez tester des mots de passe approchant des vôtres, si vous n'avez pas confiance, ou tester éventuellement vos adresses mail. Site intéressant. Et ça vous donne les sources de... Ça vous donne également... Alors hop, je vais voir si je peux... Bon, je ne l'ai pas là, mais... vous irez sur le site et vous verrez que ça vous donne les sources de fuite d'informations. Il y a normalement énormément de gens dont les adresses mail et éventuellement les mots de passe sont fuités suite à une attaque chez Adobe Acrobat Reader, chez l'éditeur Adobe. Et si le mot de passe de votre compte Adobe est le même que celui de votre boîte mail, il faut vous inquiéter un petit peu si c'est possible. Donc, ces outils-là permettent de savoir si des données ont été compromises par le passé. Si des données sont validées comme étant connues, il convient peut-être de changer les mots de passe ou de vérifier un certain nombre de points. Vous avez également des outils qui vous sont mis à disposition gratuitement auprès de l'ANSSI, auprès de cybermalveillance.gouv.fr, des guides de best practice à respecter ou en tout cas à essayer de faire rentrer en entreprise. Les guides sont très bien faits, sont très opérationnels, parfois un peu lourds de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de mesures, mais sachant que ces guides-là, la plupart du temps, même pour une PME, s'en inspirer, c'est très bien, et même si vous n'appliquez qu'un tiers ou que la moitié des mesures, ça fait déjà sérieusement augmenter votre niveau de cyber-résilience. Donc ça reste intéressant. Et de toute façon, il faut vous dire que c'est ce vers quoi il faut tendre, ces règles d'hygiène informatique. Donc c'est très bien fait, c'est gratuit, c'est accessible en ligne, n'hésitez pas à aller les consulter, vous avez le lien ici. Et puis, alors, il y a aussi, alors je ne l'ai pas mis là, mais vous devez connaître le site de cybermalveillance.gouv.fr, qui est un petit peu une référence à destination des particuliers et des PME en cas de cyberincident. Donc, c'est des gens que vous pouvez contacter, qui vous aideront dans la mesure du possible, qui vous donneront la liste de choses à faire, des listes d'experts, etc., etc. Surtout, appuyez-vous sur eux. Donc, si je résume cette histoire de mot de passe, donc il faut faire pour se protéger, entre guillemets, il faut essayer d'utiliser des mots de passe qui sont conformes aux bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, j'ai volontairement mis le mot bonne entre guillemets,
puisque ce n'est pas juste la majuscule ou le point d'exclamation à la fin. Les bonnes pratiques en termes de mot de passe, je vous ai donné toutes les caractéristiques un peu plus tôt pour savoir ce qu'est un bon mot de passe et un mot de passe qui va résister à une éventuelle attaque. Il faut essayer, mais ce n'est pas toujours simple, de maîtriser ces actions de communication ainsi que les informations qu'on va avoir tendance à publier sur les espaces publics et privés. Encore une fois, je publie des choses sur Facebook, c'est entre moi et mes amis, mais si mon ami n'a pas paramétré son compte Facebook correctement et qu'il partage ou qu'il commente ce que j'ai publié, ça peut arriver dans la sphère publique, alors que ça n'avait rien à y faire. Et dites-vous bien que nos méchants ennemis, les pirates, vont utiliser ça. Donc là, il faut faire attention à publier, je dirais, le moins possible, et c'est des fois un peu contradictoire parce que en contexte entreprise avec LinkedIn et autres, on a au contraire tendance à vouloir publier le plus possible pour se rendre visible. Et puis, on a bien entendu les collègues qui publient des choses sur nous, et là, c'est compliqué. Donc, il faut se rapprocher des services communication, des services informatiques, etc. Un exemple pour illustrer ça, vous voulez collecter de l'information confidentielle chez Airbus, des fois, c'est assez simple. Vous allez voir le profil LinkedIn des gens, ils mettent dans leur profil LinkedIn, je travaille sur le projet machin nanana et ce projet est confidentiel. Enfin, ou en tout cas, le mot confidentiel peut ne pas apparaître, mais ça peut être le cas. Puis plus simple, si vous voulez espionner Airbus, vous prenez le TGV Paris-Toulouse ou le vol Air France Paris-Toulouse, vous êtes à plus de 70% assis à côté ou devant ou derrière d'un cadre chez Airbus qui ont la fâcheuse tendance à ne pas pouvoir s'empêcher de parler boulot et nommer les projets confidentiels et autres. Mais c'est un autre sujet. Donc attention dans la sphère publique et privée à ce qu'on dit, ce qu'on publie sur soi et sur les autres. Bien entendu, il faut essayer d'être un petit peu en veille tout le temps sur les usages qu'on peut avoir des outils numériques et des outils numériques qui nous permettent de communiquer. Toujours être vigilant sur ces usages-là, être en veille sur les usages, les outils et autres, toujours continuer à avoir des actions de sensibilisation, de formation aussi vers les salariés de l'entreprise, et puis parfois, bien entendu, ne pas hésiter à alerter les personnes enfin voilà, les différentes personnes concernées, lorsque vous semblez être victime de quelque chose ou que vous pensez, si vous pensez qu'un de vos collègues peut être victime de quelque chose dans le cyberespace ou en entreprise. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, il faut vraiment communiquer, même des fois à la machine à café, parler des sujets cyber, essayer de voir un petit peu si les collègues sont au fait, pas au fait, et puis pourquoi pas remonter ça vers les managers pour ensuite dire, bah au fait, j'ai entendu parler de ça, est-ce qu'on est prêt contre les cyberattaques? Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a l'antivirus? Voilà. Vraiment, ne pas hésiter à soulever tous ces sujets-là très régulièrement, que ce soit avec vos collègues, managers ou même à titre privé. Chaque discussion sur ces sujets-là permet de faire avancer un petit peu le sujet. Oui? Ouais, je suis désolé, je te mets la pression, parce que là, on a débordé de 30 On a fini dans minutes. 2 minutes. Vraiment. Je conclus? C'est bon? Avec grand plaisir. Allez, je termine. Tac. Donc, cybermalveillance dont je vous ai parlé juste avant, qui peut vous aider à titre personnel ou à titre professionnel si vous êtes une TPE-PME, voire même un grand groupe. N'hésitez pas à les solliciter. Et puis j'en avais terminé. Donc, si vous avez, donc je suis désolé, on a un petit peu effectivement débordé sur l'horaire, mais j'avais prévu un programme un petit peu dense pour essayer de vous amener le maximum d'informations. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et puis pour avoir été présent sur ce webinaire qui, je l'espère, vous aura intéressé. En tout Voilà, cas, ouais, Mohamed, c'était super. j'en ai terminé. Ouais. Merci Axel, super intéressant. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, c'est beaucoup quand même, si je dois résumer, hein, c'est beaucoup de sensibilisation, d'information, de veille, de communication et de bon sens finalement hein, sur la sécurité, qui est finalement, comme tu l'as indiqué, l'affaire de tous, puisque ça touche pas que les grandes entreprises et malheureusement les petites. Et comme tu as pu le dire à un moment dans ta présentation, il y a eu une forte explosion pendant le Covid du fait déjà du télétravail qui a complètement explosé dans les foyers. Donc, il a posé beaucoup de questions aussi de sécurité. Et au-delà de ça, comme tu disais, les hackers, pour eux, c'était une grosse aubaine, cette période-là de fragilité pour attaquer les plus vulnérables. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment
à vous appuyer de votre prestataire informatique, à vous appuyer aussi des sites du gouvernement, hein. Il y a l'ANSSI aussi qui donne pas mal d'infos. Il y a aussi, je vais dire, ça me revient pas le nom, la CNIL, pardon, aussi, qui donne pas mal de petites infos d'hygiène sur la sécurité. Et puis, nous, comme je vous l'ai dit avec Axel, du coup, on porte un programme où on peut vous aider à sécuriser, à fiabiliser votre système d'information. On peut aussi s'adapter à votre besoin, à votre contrainte métier. On peut proposer des accompagnements courts, donc qui permettent en cas de demi-journée de faire un diagnostic de votre système et de vous donner quels sont les leviers de performance et comment mettre en place des sauvegardes, sécuriser votre système. Et on peut même aller encore un peu plus loin dans la mise en place des menaces face à la cybersécurité. Voilà, il y a vraiment… On intervient aussi sur des actions de sensibilisation en interne chez vous. C'est des choses qui rentrent tout à fait dans ce cadre et dans ces dispositifs-là. Donc, n'hésitez pas. Donc, ouais, vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos prestataires, de la chambre de commerce, de Axel. Et bien entendu, on vous enverra un petit email. Donc, si vous avez d'autres questions à l'envoi d'email, on les fera remonter, on essaiera d'y répondre. Et en tout cas, je remercie Axel pour ce webinaire hyper instructif. J'espère que ça vous a apporté quand même beaucoup d'éléments de réflexion et surtout Alors, je crois qu'on avait une aspects. question, il me semble. Ouais. Alors, il y a Naji qui avait posé une question, mais qui l'avait posée à haute voix. Non, mais là, j'ai une autre question. Oui. Ah, dis-moi. Ouais, je voulais juste savoir, en fait, qu'est-ce que vous pensez, en fait, des générateurs de mots de passe, parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps en formation. Oui. Et si vous avez, en fait, justement, des applications qu'on peut utiliser pour générer des mots de passe. Alors, les générateurs de mots de passe aléatoires, c'est très bien. Vous en avez dans Firefox, dans Chrome, dans le KeePass validé par l'ANSSI. Donc, c'est très bien si ça respecte les conditions qu'on a données, c'est-à-dire qu'il faut que ça ait une longueur minimale, un caractère aléatoire, etc. Voilà, hein, si ça respecte les bonnes pratiques. Ensuite, toute la difficulté, tout l'intérêt de ces générateurs de mots de passe va être, le risque, en fait, il est lié à la manière dont on va le stocker. Puisque si c'est intégré dans votre navigateur web type Firefox, que votre session Windows est compromise et qu'un pirate peut prendre le contrôle de votre Firefox, il va retrouver tous vos mots de passe. Donc, utiliser des générateurs de mots de passe, c'est très bien. Ça garantit un certain côté aléatoire des mots de passe qui va empêcher certains types d'attaques. Attention ensuite, et là il faut se rapprocher des services informatiques pour que les mots de passe soient stockés dans un emplacement le plus sécurisé possible sur votre machine. Et donc, il faut juste veiller à ce que le générateur de mots de passe respecte vraiment les bonnes pratiques qu'on a vues ensemble. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs ou mesdames? Bon. Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, je pense que les gens ont faim. De clôturer cette séance. Encore merci Axel, merci pour tous les participants. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous et bon appétit. Merci Axel. Merci, bonne journée à tous également. À bientôt.